géochimiste des combustibles fossiles et je suis, là c'est bon, vous m'entendez bien, et je suis spécialiste du mécanisme de formation des gisements de combustibles fossiles en général. J'ai surtout sévi à l'Institut français du pétrole où j'étais directeur de la géologie, ceci pour le citer. Alors, je vais vous parler de tout à fait autre chose, c'est-à-dire que pendant toute cette conférence jusqu'à présent, on a surtout parlé de gaz carbonique et de ses dangers. Et donc, on est très inquiet de la production de gaz carbonique par les combustibles fossiles, mais ça, c'est un problème d'avenir. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est déjà un problème présent pour tout à fait autre chose, c'est-à-dire les dangers que nous font courir d'ores et déjà les combustibles fossiles. Ils sont extrêmement importants et ils ne sont pas médiatisés, ce qui fait que peu de gens en ont conscience. Alors moi, je vais vous montrer quelques signes noirs au passage. Vous verrez que c'est assez sérieux. Alors vous avez des vignettes ici, sur le côté. C'est structuré en 3 parties. Il y a une partie destruction de l'environnement, qui est tout à fait importante. Il y a une partie accident. Et la dernière vignette en bas à droite, c'est la pollution atmosphérique. Eh bien, je vais vous montrer que, en fait, c'est là que se situe le principal problème, que la destruction de l'environnement, du point de vue des dégâts à l'humanité, est extrêmement plus faible, finalement, que ceux de la pollution atmosphérique, et que les accidents représentent finalement peu de choses, même si numériquement, c'est extrêmement important. On le voit, on a plus. Là. Voilà, merci. Alors donc le plan de l'exposé, c'est les destructions de l'environnement, ensuite la mortalité accidentelle, la mortalité différée, et là donc je vais faire, c'est-à-dire prématurée en quelque sorte, et je vais faire 3 chapitres, quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, la pollution de l'air dans les mines. Ensuite, la pollution de l'habitat, c'est-à-dire indoor. Alors indoor, voilà, vous êtes soumis à une pollution indoor actuellement. Dès que vous sortirez, vous serez soumis à la pollution outdoor. Et un bilan est alors d'abord, les destructions de l'environnement. Alors je vais vous montrer quelque chose qu'on appelle le Mountain Top Removal aux États-Unis, le MTR, en Virginie occidentale. C'est la manière dont on exploite, alors je traite d'abord le charbon, c'est la manière dont on exploite aux États-Unis le charbon en Virginie occidentale. On fait sauter le sommet, donc le minerai se trouve à 200-300 mètres de profondeur, et puis on fait sauter le sommet des collines, et puis on comble les vallées avec ça. Et ça, c'est sur 6000 km² que c'est en cours. Alors, vous comprenez bien que quand l'environnement, ce n'est pas terrible, hein, tout le réseau hydrographique est foutu en l'air dans ce secteur. En plus, les gens, ils avalent des poussières. Enfin bon, de toute façon, il faut que j'aille assez vite, je pense. Ça, c'est une image qui est tirée d'un journal environnemental Science and Technology et qui montre que 22% du réseau hydrographique du sud de la Virginie occidentale est polluée au-delà de l'admissible par les effluents des mines de charbon à ciel ouvert. Donc ça, c'est du ciel ouvert. Hein. L'Allemagne, on en parle de plus en plus, mais finalement, c'est pas tellement connu. Ça vient des travaux d'un géographe qui s'appelle Michel Desaix à l'Université de Nancy, qui montre que les zones qui sont vouées à la destruction par l'exploitation de lignite en Allemagne, actuellement, on a éventré 1500 km². On a un système hydrologique bouleversé, parce qu'il faut savoir que quand on veut faire une mine, il faut pratiquer le rabattement de la nappe phréatique. Ça concerne 3000 km², et il y a eu 100 000 personnes déplacées depuis 1945. Imaginez ça en France. Alors, actuellement, on en a fait 1500 km², il y a 10 000, normalement 10 000 km² vont y passer dans les... Voilà. Alors, vous avez ici, à droite, la fameuse centrale de Garzweiler. Alors, vous voyez le gigantisme. Alors, il y a une de ces excavatrices. Alors, ce qu'on voit là-bas au fond, il y a quelques éoliennes pour se donner bonne conscience, mais il y a 3 centrales à lignite
hein, qui crache toutes les fumées blanches que vous voyez là-bas. Elles ne sont pas seulement blanches. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Gardweiler pour les années qui viennent? Eh bien, on va, vous voyez, c'est déjà programmé. On va tout simplement éliminer 10 villages qui vont être détruits, et 10 autres, ceux qui forment le pourtour de cette future exploitation, seront constamment soumis aux effets de l'exploitation. Vous avez là un exemple de destruction de village, le village de Rheinsdorf. Vous voyez, alors, en Allemagne, ce qui est assez remarquable, c'est que la loi, je crois que ça date de Bismarck, ne permet pas aux riverains de s'opposer à l'exploitation. Et même après le passage des écologistes au pouvoir, il en est toujours de même. Mais les exploitants les soignent en reconstruisant ailleurs leur village et en réhabilitant le paysage. Mais seulement une grande partie de ces surfaces devient inexploitable. Ça, c'est une image de Google. Vous voyez les lacs, les forêts, tout le bouleversement du paysage que nous avons là. Et il y a bien sûr une partie qui sera définitivement perdue pour l'habitat et l'agriculture. Alors, vous voyez peut-être le petit point rouge, c'est le village de Hoyersdorf, qui a défrayé la chronique. Vous voyez? Eh bien, ils se sont battus pendant des années contre ça, et comme l'achat de M. Seguin, à l'aube, le loup les a mangés. Par contre, on a déplacé l'église de Hoyersdorf sur 12 km, ce qui fait qu'ils ont toujours un centre spirituel à leur disposition. Alors, il y a bien d'autres exemples. Les mines à ciel ouvert, dans le Wyoming, dans le Montana, dans le Queensland, en Afrique du Sud, enfin, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a un peu partout, en réalité, de plus en plus, parce que l'exploitation découverte est quelque chose qui est quand même beaucoup plus rentable. En définitive, ça emploie beaucoup moins de personnes que les mineurs de fond. Alors, d'autres destructions de l'environnement, c'est le charbon, la pollution par les produits de lavage du charbon. Eh bien, à Charleston, que chacun connaît, je suppose, il y a 300 000 personnes qui ont été privées d'eau en janvier 14, c'est récent, vous le saviez, vous entendez parler de ça, personne n'en a parlé, par un produit qui est destiné à laver le charbon. Alors, c'est un cas exceptionnel par son ampleur, mais des pollutions de ce genre sont extrêmement fréquentes près des mines de charbon. Et il est fréquent que les eaux du lavage de charbon ne soient pas traitées avant d'être rejetées dans l'Afrique, et encore plus pour ce qu'on appelle les eaux d'exode. C'est d'ailleurs les eaux qu'on tire des mines de charbon pour que les mineurs puissent travailler. Alors, vous avez là à côté une image de ce qu'on appelle un cold breaker en Pennsylvanie. C'est une combinaison d'installations de broyage, lavage, tri, stockage de série. Donc c'est une usine tout en main. Et ces machins-là font beaucoup de dégâts. Quelque chose d'autre dont on n'a pas forcément conscience, c'est la pollution par les stockages des bouts de lavage du charbon et des centrales électriques. Alors voilà des types d'accidents. Au Tennessee, en décembre 2008, 4 millions de mètres cubes de gouttes toxiques déversées sur une zone habitée. Ici, c'est l'accumulation des centres de centrales à charbon en Chine. Alors dès qu'il y a un coup de vent, évidemment, ça s'en va partout. Hein, et évidemment, ces trucs-là polluent la nappe phréatique, l'atmosphère par contre. Alors, ces stockages sont très nombreux dans les pays grands producteurs et utilisateurs. Beaucoup ne sont pas étanches, les fuites sont fréquentes. Il faut savoir que les bouts et les centres concentrent à la fois les produits toxiques du charbon et évidemment tous les produits de lavage. C'est déversé dans des carrières abandonnées, c'est ce qu'on appelle du landfill, c'est-à-dire que tous les creux qui ne sont pas contribués, on remplit ça avec les centres. Alors, elles sont souvent utilisées comme matériaux par le BTP, il n'y a pas que du négatif. Par contre, vous trouverez ça dans vos maisons, ça c'est autre chose. Alors, j'en viens à un autre aspect qui est peu connu, c'est les feux de charbon. Donc, le charbon a une propriété, c'est qu'il s'enflamme spontanément. Pourquoi? C'est parce que, en particulier avec une mine, il y a une réaction isothermique d'absorption de l'oxygène. S'il est en tas, la chaleur ne s'évacue pas, il prend feu. C'est quelque chose de connu, même dans les cargos raquiers qui transportent du charbon, il faut faire attention. Mais il peut aussi s'enflammer de manière spontanément dans les veines de charbon qui sont mises à l'air, dans les découvertes.
et aussi de façon accidentale dans les mines. Là, vous avez un tableau général de la situation dans le monde. Alors évidemment, c'est les grandes zones productrices de charbon. Il y en a en Europe, on n'en parle pas, il y en a en Allemagne, il y en a en Pologne, il y en a en Espagne, il y en a en Roumanie, on n'en parle pas. Ça, c'est rien que le cas de la Chine, évidemment, c'est lié. Et par exemple, aux États-Unis, la petite ville de Centralia, qui a été construite sur une mine de charbon, il y a eu un feu tout simplement de déchets. La mine s'est enflammée par-dessous, a couviné en définitive, il a fallu évacuer complètement le mine. Alors ça, c'est un feu dans la mine à ciel ouvert, c'est extrêmement récent, vous n'en avez pas entendu parler, février 2014. Eh bien, c'est une mine de charbon de GDF Suez. Le feu n'est pas encore complètement éteint, vous voyez ce que ça peut donner. Et ça, c'est tout simplement, vous voyez la véritable cascade de feu, pratiquement, dans la découverte. Et ça a été fait, c'est tout à fait fortuit, ce sont des gens qui sont venus à faire un feu de broussailles à proximité. Je ne sais pas si c'est un signe noir. Alors, ça, c'est quelque chose qui commence à être connu, c'est les feux de tourbe. À partir du moment où vous déforestez, alors là, c'est pour le bagne à l'huile. Hein. Je reviendrai sur ce que j'appellerais les... on parlera de ça. Donc, vous faites de la déforestation, vous mettez de la tourbe à l'air, et ça se dessèche, et ça fait exactement comme un feu de charbon, c'est-à-dire ça va s'enflammer spontanément. Et vous savez que pendant 2 ans, en Indonésie, on n'a pratiquement pas pu respirer à cause de ça. Alors, ces feux de tourbe